En 1977 sortait le premier épisode de la saga intergalactique Star Wars, et quelques 40 années plus tard, les bisbilles entre empire et rebelles fascinent toujours autant. Et l'occasion pour la maison d'ailleurs à Yverdon de se pencher sur le phénomène de la méga-franchise à travers une grille de lecture pour le moins originale. L'exposition Je suis ton père invite jusqu'en septembre 13 artistes contemporains à parler de leur réalité à travers le mythe Star Wars. Pour nous en parler, Marc Atala, directeur de la Maison d'ailleurs, est maître d'enseignement et de recherche à la section de français de l'Université de Lausanne. Marc Atala, bonjour. Bonjour. Déjà, Marc Atala, êtes-vous un inconditionnel de cette fameuse saga ? Non, je peux pas dire que je suis un inconditionnel au sens que je fais pas, quand je rentre chez moi, je ne me déguise pas en Jedi et je passe pas mes soirées à regarder les films, mais c'est inévitablement un phénomène qu'il est impossible à ne pas connaître minimalement, en particulier quand on dirige un musée de la science-fiction. Donc je connais bien l'univers, je connais bien aussi ses ramifications, comment il se déploie sur d'autres supports, sans être un fan. Et je pense que c'est même assez important que je ne sois pas un fan, ça me permet de pouvoir garder un peu de distance par rapport au phénomène et puis de le voir différemment, ou peut-être un peu plus comme le grand public justement, c'est-à-dire sans être justement une sorte de d'inconditionnel qui pense le monde à travers Star Wars. Oui, d'ailleurs, vous offrez un regard croisé entre science-fiction et l'univers des mythes. Ce regard croisé, est-ce que c'est pas un peu tout vous, ça, avec vos intérêts multidisciplinaires ? Alors je ne sais pas si c'est tout moi, mais ce qui est sûr, c'est que je trouve intéressant de prendre un objet connu, un phénomène contemporain, Star Wars par exemple, mais on pourrait en imaginer d'autres, et puis d'essayer de le voir un peu différemment, c'est-à-dire plutôt que de le voir comme un film qui génère beaucoup d'argent et qui déçoit apparemment épisode après épisode les fans, d'essayer de voir qu'est-ce que ça signifie, et puis de créer des relations en fait entre la saga des films et puis les autres éléments de Star Wars, donc les bandes dessinées, les romans, les jouets, les figurines, les jeux de rôle, les jeux de plateau, les jeux vidéo, etc. Et puis aussi un autre phénomène qui m'intéresse particulièrement, qui est la manière dont les artistes aujourd'hui se réapproprient cet univers-là, plus tellement pour rendre hommage à Star Wars, mais d'abord pour évoquer la face sombre du monde dans lequel on vit, pour évoquer notre manière de rejouer des sagas épiques, etc. Donc ce qui est peut-être plus moi, c'est cette volonté de prendre des phénomènes contemporains qu'on inspecte peu ou sur lesquels on réfléchit peu, et puis de voir comment, à l'aune de la tradition historique, à l'aune de certains concepts, de certaines approches, on peut voir ce phénomène un peu autrement, s'y rapporter un peu différemment. Alors justement, voir ce phénomène autrement, certains puristes pourraient avoir l'impression que l'univers de George Lucas dans votre exposition apparaît plus en filigrane et finalement plus prétexte à une réflexion sur les problématiques sociétales, justement. Est-ce que vous avez eu des retours de gens qui souhaitaient avoir plus de détails sur l'univers étendu de la franchise, qui est très riche d'ailleurs? Alors, moi, j'ai pas eu directement de retour. Bon, déjà, la première chose, c'est que j'en ai pas tant que ça, des retours. Non? C'est-à-dire que souvent, j'ai les mêmes retours, parce que les gens me disent rarement « Ah, c'est pourri », par exemple. Là, Non, en donc effet. souvent, on me dit « Ah, c'est incroyable ». Mais plus par politesse, peut-être. Après, je crois que l'expo a été communiquée comme étant une exposition qui inspecte la question des mythes contemporains à travers un exemple, on va dire, particulièrement bien choisi, qui est l'exemple de Star Wars, parce que cet exemple, il est bien choisi. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de Star Wars un peu partout. Et donc, si vous venez voir Je suis ton père, donc le nom d'exposition, pour voir du Star Wars officiel, vous allez être déçu, mais d'une certaine manière, vous n'avez pas compris comment l'expo a été communiquée. Donc je crois que c'est assez clair aujourd'hui pour les gens qui viennent à la maison d'ailleurs, depuis quelques années déjà, c'est que quand on fait des expositions, notre but, c'est de travailler sur une meilleure compréhension ou une compréhension un peu différente de phénomènes qu'on connaît. Et finalement, le fan de Star Wars, il n'a pas besoin d'une exposition, il le connaît déjà, toutes ces choses-là. Donc le but pour moi, c'est d'apporter aux fans, mais aussi aux non-fans, aux jeunes enfants jusqu'à son grand-papa ou sa grand-maman, en passant par les familles, de leur apporter une perception différente, une réflexion différente sur ce phénomène qu'on a, disons, résumé sous l'appellation mythe moderne. D'ailleurs, cette perception, c'est le fil conducteur, c'est finalement un peu la façon qu'a la génération actuelle de se réapproprier cet univers de légende pour éclairer leur réalité,
d'effets sociaux et puis des problématiques peut-être qui leur tiennent à cœur d'ailleurs. Donc par exemple, si je vous dis Star Wars et tri des déchets, ça vous fait penser, est-ce que c'est possible d'avoir une réflexion là-dessus? Eh bien oui, c'est ce que propose l'Américain Gabriel Dishow, engagé dans le mouvement Upcycled Art. Vous pouvez nous expliquer un peu sa démarche? Voilà, donc Gabriel Dishow, on expose 9 de ses œuvres dans l'exposition Je suis ton père. Il a une démarche assez simple. Comme vous l'avez dit, il appartient à un mouvement qui est un mouvement très vaste qu'on appelle l'upcycling ou l'upcycle art. C'est cette idée qu'on va récupérer des déchets ou qu'on évite de les jeter, et puis qu'à partir de ces matériaux de récupération, on peut recréer de la beauté. Il y a une certaine critique de la société de consommation qui est de supposer qu'on jette trop vite. Et que si on gardait plutôt que de jeter, on pourrait, avec ce qu'on a gardé, recréer quelque chose de différent, une sorte de seconde vie apportée à nos déchets. Et ce que fait Gabriel, c'est qu'il va utiliser 2 types de déchets, les déchets informatiques d'une part et les déchets, on va dire, de tout ce qui est matériaux de sport américains, donc gants de baseball, casquettes et autres habits, pour recréer des casques de Star Wars. Donc on est face à des objets où on va reconnaître Kylo Ren, Dark Vador, des Stormtroopers, etc., mais qui sont faits qu'avec des matériaux de récupération. Et ce faisant, il fait ce que fait un peu Star Wars, qui va récupérer des mythes anciens, et puis qui va créer une sorte de mélange de tout ça pour créer un film. Gabriel, il prend aussi des mythes anciens, qui sont les mythes du sport américain, de la culture populaire. Il mélange tout ça pour créer des personnages qui sont issus de la saga Star Wars. Autre artiste, autre thème, Star Wars et urbanité. Cédric Delzo interroge par l'image la démesure industrielle des villes, le côté sombre des horizons urbains. Et c'est vrai que quand on va voir passer des images de Cédric Delzo, on a l'impression que nos villes deviennent, à travers ces images, un mini Coruscant, la capitale de l'Empire, et que la production intensive de droïdes ou même le clonage intensif ne sont pas si loin de notre réalité. On a l'impression que c'est presque une continuité de notre propre réalité. Oui, mais en même temps, c'est relativement compréhensible, parce que lorsque Lucas fait les films, il va puiser dans la culture populaire américaine essentiellement les pulp magazines, les comic books et les serials qui passaient dans les salles de cinéma dans les années 40. Et donc, il va utiliser ce matériau, Flash Gordon, etc., les robots, qui sont une figure importante de la science-fiction américaine depuis la fin des années 30. Et puis, il va mettre tout ça, il va amalgamer tout ça, ou faire rentrer en résonance tous ces éléments avec des structures mythologiques plus anciennes. Or, quand vous prenez un robot, vous prenez avec la figure tout ce qui véhicule, toutes les significations, les valeurs qui sont associées au robot. Vous voyez, par exemple, dans Star Wars, les personnages les plus humains, ceux qui font rire, etc., sont les robots, qui sont inspirés du couple de Laurel et Hardy. Et donc, Lucas comprend bien ça, il comprend bien qu'il s'inspire du monde réel pour créer Star Wars. Donc, lorsque Cédric Delso va, lui, revenir au monde réel et voir comment Star Wars peut éclairer la face obscure du monde réel, c'est pour ça que la série de Cédric s'appelle Darklands, c'est une série de photographie, il va se dire, si je mets Dark Vador, qui est le chef de l'Empire, dans le film, et si je mets Dark Vador dans un contexte industriel où on est en train de créer des machines conquérantes, le parallèle avec le fait qu'on est dans un empire capitaliste qui crée ses propres machines de guerre, c'est juste que c'est pas de la guerre, c'est une machine de guerre économique, je crée une sorte de relation. Je vais éclairer, de manière métaphorique, de manière imagée, le fait que le monde capitaliste, c'est un monde qui génère des machines conquérantes, et ces machines conquérantes, on les connaît parce que c'est ce qu'on voit dans les magasins, dans les publicités, etc. Et si en plus vous représentez Dark Vador au premier plan, qui voit ces machines arriver vers lui, et que vous, en tant que spectateur, vous êtes dans la même position que Dark Vador, vous regardez aussi le tableau, vous vous rendez compte que c'est vous, le chef de l'Empire. C'est vous qui achetez ces objets-là. C'est pas quelqu'un qui vous oblige à les acheter. On vous dit, vous arrivez dans un magasin, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça. Vous êtes, vous aussi, d'une certaine manière, le chef de l'Empire capitaliste, et vous n'êtes pas qu'une victime d'un système qui vous aliénerait. Alors c'est comme ça que travaille Cédric. Il va reprendre le mobilier Star Wars, tout comme Lucas l'a fait pour le film, puis il va dire, ce mobilier, sa dimension symbolique, imagée, métaphorique, elle va être utilisée dans le contexte contemporain pour éclairer la face obscure de ce concept. Si vous voulez un robot, c'est plus simple de comprendre que nous devenons des fois des robots,
hein. Et donc, si vous mettez un robot à la place d'un humain, vous comprenez que l'humain est devenu une sorte de robot qui fait en gros ce pourquoi il a été programmé. Voilà. On est un rouage de cet immense empire. On est en même temps rouage, d'ailleurs c'est intéressant chez Cédric, on est en même temps rouage, donc une des multiples composantes pour que ce système fonctionne, et en même temps on est maître. On est maître et esclave en même temps, parce que si on n'avait pas la volonté absolue d'acheter ces différents objets, le système capitaliste ne marcherait pas. Il fonctionne parce qu'il y a plein de consommateurs qui décident d'acheter. Mais en même temps, dans ce geste de l'achat, le consommateur est quand même un robot parce qu'il fait que reproduire exactement ce qu'on attend de lui, ça veut dire une consommation effrénée. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression qu'on a besoin de rire des mythes pour pouvoir les désacraliser ? Alors, bon, cette question suppose que le mythe de Star Wars, par exemple, serait sacralisé. Il s'avère qu'à mon avis, c'est très rarement le cas. Les gens sont tout à fait au clair sur le fait que c'est une fiction. Mais le propre du mythe, et c'est aussi le cas pour des mythes plus anciens, c'est qu'il est réapproprié, il est vivant, il est actif au moment où les individus se l'approprient. Et donc cette idée de pouvoir faire de Star Wars de la parodie, des fois du sarcasme, mais aussi des choses plus sérieuses, avec la question du tri des déchets, etc. Enfin, toutes ces questions-là montrent la vivacité du mythe, le fait que le mythe est toujours actif, puisque plein de gens se le réapproprient. Alors oui, on a autant besoin de rire que de se poser des questions, que de philosopher, que de contempler un tableau. Tous ces phénomènes-là, en fait, montrent justement le fait que ce mythe soit toujours actif, et qu'on a une capacité à se le réapproprier, avec évidemment notre propre sensibilité. Donc on peut s'amuser, on peut faire de la parodie. En même temps, si la parodie, elle fonctionne, c'est parce que tous les gens qui vont voir cette parodie reconnaissent le mobilier Star Wars, reconnaissent que Dark Vador n'est pas censé se comporter comme ça, et donc ils viennent exhiber, rien que par leur capacité à rire sur un film, qu'ils connaissent très très bien tous les codes de la saga, et que comme on a détourné ces codes, c'est bien le but de la parodie, comme on les a fait dire autre chose, ça déclenche le rire ou le sourire. Et vous n'allez pas faire une parodie sur quelque chose qui n'est pas déjà un peu mythique, parce qu'il faut que le spectateur puisse connaître, en fait, le discours source pour être capable de voir comment on l'a déformé. Pour générer un peu cette tension, c'est un peu d'ailleurs la démarche de l'Américain Kyle Hagee, qui met en scène les figures épiques de l'univers de Star Wars. Donc, par exemple, on y voit Darth Vader qui boit une tasse de thé dans un champ, Boba Fett aussi dans des situations tout à fait incongrues. Oui, Kyle est un artiste américain qui est assez intéressant parce que c'est un artiste qui a appris tout sur le tas. Il a appris à utiliser l'ordinateur. Toutes les images qu'il produit sont des images en infographie, donc il les travaille depuis l'ordinateur. Et ce qui m'avait intéressé dans sa série d'images, c'est qu'effectivement, en prenant un personnage de Star Wars et en le plaçant dans un monde bucolique avec des pâquerettes et des petites fleurs, avec des couleurs très pop comme ça, à la fois on vient décaler l'univers de Star Wars, puisque c'est évidemment pas du tout comme ça que Dark Vador est présenté. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était et c'est pour ça que j'ai proposé à Kyle de venir, c'est cette idée que nous aussi, dans notre quotidien, on passe notre temps à mythifier des choses. Et en Suisse, on le sait bien, vous avez des paysages de montagne, des vaches, etc., qu'on va systématiquement utiliser sur les cartes postales. Et on va donc rendre mythique le paysage suisse, qui va être acheté par des étrangers, ou des gens qui en tout cas vivent pas en Suisse, et qui vont adopter ou accepter cette image mythique de la Suisse. Et c'est ça que j'aimais bien dans la série de Kyle, c'est que on oublie. Chez Kyle, c'est évident, vous voyez l'image, vous savez que c'est ironique. Mais qu'est-ce qui l'a fait ironique, cette image, ou parodique? C'est parce que vous avez Dark Vador en train de boire son thé. Maintenant, vous imaginez que vous enlevez Dark Vador. Vous n'avez que le paysage. Ben, vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus l'aspect ironique. Pourtant, c'est encore ironique, parce que toutes les couleurs sont poussées à l'extrême. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de dire aux visiteurs du musée, nous aussi, on passe notre temps à mythifier. Oui, c'est ironique, parce que c'est une construction. Et on s'appuie dessus sans se rendre compte que c'est ironique, sans se rendre compte que la Suisse, c'est de loin pas un ensemble de montagnes et de vaches dans un champ, que ça, c'est une image un peu figée, stéréotypée, ironique de ce que c'est que ce pays, et la plupart des pays mettent en avant. Et c'est pour ça que j'ai pris Kyle, c'est que c'était un bon artiste qui montrait cette capacité à mythifier le paysage, mais qui court-circuitait ça
avec l'intégration de personnages dans des positions, comme vous l'avez dit, incongrues. Autre extrait, incontournable, puisque c'est le titre de l'exposition, l'une des scènes les plus épiques de la trilogie originale, issue de l'Empire contre-attaque. C'est une scène pivot. Mark Hamill, aka Luke Skywalker, l'a commenté dans les médias récemment. Il y a une petite anecdote d'ailleurs. La phrase « Je suis ton père » n'a pas été révélée au casting de Star Wars. Seuls les 2 acteurs qui jouaient Luke Skywalker et Darth Vader connaissaient cette phrase, et Mark Hamill a dû garder le secret 1 an et demi jusqu'à la sortie du film en 1980. Même Harrison Ford et Carrie Fisher n'en savaient rien. Et pourtant, cette phrase, c'est précisément le nœud dans la constellation familiale des Skywalker et qui a fait tant fureur auprès du grand public. Donc c'est le titre de votre exposition, mais comment se fait-il, Marc Atala, que cette phrase soit aussi emblématique et résonne aussi fortement dans notre imaginaire collectif ? Bon, je crois qu'il y a toujours plusieurs raisons qui expliquent ceci, hein, mais je crois qu'un des éléments, c'est que déjà, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un pivot. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, le lien entre Vador et Luke n'est pas clair. En tout cas, ils n'ont pas l'impression d'avoir un lien de parenté. Le fait de créer ce lien de parenté va resserrer les liens familiaux et rendre le récit tragique, puisque soudainement, on se rend compte que le père de Luke est passé du côté obscur, il n'a pas toujours été méchant, que c'est le destin de Luke de passer du côté obscur, auquel il va devoir résister par ailleurs, et ça va en fait densifier le film qui, jusqu'à maintenant, si vous revoyez l'épisode 4, par exemple, New Hope, est beaucoup moins dense, beaucoup moins profond, on pourrait dire beaucoup moins dark en fait. Et grâce à l'épisode 5, et cette phrase en particulier, soudainement, tout devient complexe, tout devient mélangé. Et le but de la fin de l'épisode 5 et tout l'épisode 6, c'est de voir comment Luke va réussir à résister de manière tragique quasiment à ce destin-là. Donc c'est une phrase qui a un tel pouvoir de changement du récit qu'elle est devenue une phrase culte. Généralement pour les mais comme que la force soit avec toi ou ce genre de choses là. En même temps, je suis pas sûr que la raison pour laquelle elle soit culte soit des raisons qui seraient psychanalytiques, par exemple. Je crois qu'elle a vraiment cette bascule de récit. Et Parce qu'il est tout à fait vrai, pour rebondir sur ce que vous dites, que la révélation de la filiation, l'échec de Luke face à son père, sanctionné par une main coupée, il y a beaucoup de mains coupées dans Star Wars d'ailleurs, a nourri beaucoup de théories issues de la psychologie. On a cité Oedipe, etc. Donc pour vous, ce n'est pas une ligne explicative. C'est pas quelque chose qui. C'est pas que c'est pas explicatif, mais Lucas a toujours affirmé que dans la construction des films, il s'est inspiré de passablement de mythologies différentes, qu'elles soient nordiques, gréco-latines ou asiatiques. Donc, dans la mythologie médiévale, il y a beaucoup de mains coupées, par exemple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce film, comme il s'empare de mythes anciens, en fait, il nous parle presque directement parce que nous, on a baigné dans ces mythes anciens. À l'école, on nous a appris ces différentes choses-là. Donc, le spectateur de tous les pays peut retrouver des sortes d'archétypes, donc des manières de raconter une histoire qu'il connaît. Et ça, c'est aussi un des grands pouvoirs du film. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il a eu autant de succès. C'est que vous reconnaissez toujours des séquences que vous avez déjà entendues, que vous avez déjà vues. Et donc, ça crée ce film, ça fait de ce film quelque chose qui semble exister depuis très longtemps. D'ailleurs, le début, dans une galaxie très très lointaine, on est entre le futur et le passé, avec des habits très anciens, mais en même temps une technologie futuriste. C'est un film hors du temps, qui s'est construit en mélangeant plein de choses et qui fait que n'importe quel spectateur va y retrouver le parcours initiatique, des symboles, etc. Et donc là, cette phrase, elle est à mon avis culte parce qu'elle permet le tournant narratif. Dans l'histoire, il y a quelque chose qui change après. Il y a le avant et après sont très différents. Et il n'y a pas beaucoup de ces moments-là dans les films où vous avez l'impression qu'il y a une découverte, une sorte de suspense qui apparaît et que toute la suite est transformée. Et je pense que ce n'est pas pour rien que cette phrase charnière,
a été perçue comme une des phrases cultes du film. George Lucas, d'ailleurs, vous parliez de parcours initiatique, n'était lui-même pas étranger à l'univers des mythes. Il s'est beaucoup inspiré de l'universitaire américain, spécialiste de mythologie comparée, Joseph Campbell, qui est l'auteur de l'ouvrage Le héros aux 1001 visages, paru en 1978. Et pour ce chercheur, il y a un modèle du parcours du héros. Les grands mythes suivent une sorte de modèle rigide où il y a un héros qui s'ignore, qui est appelé à l'aventure et qui se trouve être le début d'une quête initiatique. C'est ce qu'il appelle le monomythe. Et on a l'impression, à quelque part, que Luc, en effet, suit parfaitement ce parcours-là. Et peut-être que Kylo Ren et Rey, dans la nouvelle trilogie, vont également suivre les mêmes jalons. Donc pourquoi Marc Atala se retrouve-t-on tellement dans ce parcours initiatique à la Perceval, à quelque part? Il faut essayer de comprendre un peu les fonctions émotionnelles du parcours initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, vous, moi, n'importe qui, on est toujours pris dans une sorte de parcours initiatique. La chose qu'on n'a pas habituellement, c'est que on sent pas ou on perçoit pas un appel. Il ne faut pas oublier que dans le parcours initiatique, le héros reçoit un appel à partir à l'aventure. Il a une voix qui lui parle, là il y a le droïde qui fait des choses. Enfin, il est appelé. Et puis après, il peut refuser ou accepter, etc. Bon, après, il y a plusieurs séquences différentes. Mais cet appel, si on est appelé, on est toujours appelé pour quelque chose. On doit remplir une mission. Et cette mission, elle crée du sens. Parce que si je réussis la mission ou si je la loupe, tout ce que j'ai entrepris est en lien avec cet objectif. Le problème de l'être humain, c'est qu'il est plongé un peu sur Terre dans la vie, et il ne sait pas trop pourquoi, en fait. Donc, et il doit apprendre à créer une sorte de parcours initiatique. En général, ce parcours initiatique, il est stéréotypé. Alors, l'objectif d'un trentenaire en Suisse ou d'un vingtenaire en Suisse, c'est quoi ? Peut-être de trouver un boulot, d'avoir une famille, une maison, etc. Ouais, c'est un parcours tracé. Et puis après, pendant ce parcours-là, il va avoir plein de choses qui vont lui arriver. Il va rencontrer des gens. Le parcours initiatique, c'est la manière esthétisée, dans la fiction, dans les mythes, de parler de quelque chose que l'être humain vit en permanence, qui est le fait qu'il est tout le temps appelé à recréer du sens, à trouver d'autres sens, qu'ils suivent ou qu'ils ne suivent pas. Si vous ne suivez pas, bon, ok, vous continuez le sens que vous avez déjà choisi. Si vous êtes alerte et vous regardez bien ce qui vous arrive, vous pouvez rebondir et donc recréer du sens à chaque fois différemment. Donc l'appel initiatique, c'est une version un peu épique, comme ça, très énorme. Toute ma vie, elle est conditionnée par l'appel. Mais dans la vie humaine, on a plein de ces appels tout le temps, qu'on suit ou qu'on ne suit pas. À quelque part, c'est un peu le sens de votre exposition qui nous démontre qu'il y a une multitude de modèles de mythes et puis que celui-ci est fait d'un matériel qui peut se construire et se déconstruire à volonté. C'est ça. Le but de l'exposition était de rappeler que nous sommes des êtres de récit, nous sommes des êtres narratifs, nous construisons notre vie avec des objectifs, avec du sens, avec des présupposés, avec des représentations, etc. Et que le mythe n'est pas autre chose, et c'est pas petit, qu'un modèle structurant, un modèle suffisamment connu pour nous donner ou articuler des actions avec un sens. Alors ce qui change, c'est ça, c'est que notre vie, elle se passe à faire ça. On passe notre temps à essayer de faire ça. C'est quoi le sens de votre vie ? Votre réponse aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 10 ans, et j'espère pour vous que ce sera pas le même que dans 10 ans. Et encore, vous pourriez multiplier le nombre de choses comme ça. Le mythe, c'est finalement des modèles structurants très forts qui viennent parler à l'être humain, qui viennent parler de la question du sens, de la moralité, qu'est-ce que c'est avoir une bonne vie, qu'est-ce que c'est être juste, etc. Et qu'on a besoin de mythes, pas tant parce qu'on a besoin de consommation, puisque le mythe existe depuis très longtemps, mais parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine si elle n'est pas structurée par des modèles? Qu'est-ce que c'est si on vous lâche dans la nature, puis on dit maintenant débrouillez-vous, qu'est-ce que vous allez faire pour vous dire que votre action elle a un sens? Si vous voulez avoir une maison et que vous allez au travail, puis que vous tuez au travail parce que vous travaillez 18 heures par jour, vous pouvez dire oui, je me sacrifie, ça me fait de l'argent pour m'acheter ma maison. Votre action, elle prend du sens par rapport à votre achat de la maison. Si vous n'avez rien, devant quoi vous allez? Quel est le sens de votre action? Il n'y en a pas. Et donc l'être humain passe son temps à créer du scénario pour créer du sens à son action. Je fais ça pour ça, je fais ça parce que, je fais ça... Voilà. Et puis la fiction, puis après les mythes, vont nous aider
en fait, ou nous offrir des modèles avec lesquels notre action elle a du sens. Et c'est donc pas d'abord des récits de divertissement, c'est d'abord les récits, et peut-être les seuls d'ailleurs, qui sont capables de dire voilà comment vous allez faire pour que votre action ait un sens. Il faut qu'elle soit tendue vers un but. Et bien ça, c'est le parcours initiatique. Colette Jourdain-Hannequin, dans le petit livre des grands mythes, estime que la dimension symbolique du mythe s'efface au profit d'une fonction idéologique. Donc, comme vous venez de le dire, la dimension politique est très présente dans l'univers de Star Wars. C'est une ligne narrative. On passe d'un régime à l'autre, d'une république à un empire en passant par le Premier Ordre. Il y a une alliance rebelle, des séparatistes, une guilde de marchands qui est gérée par The Hutt. À quelque part, on a vraiment l'impression que George Lucas, même en parlant de l'ailleurs, revient à des formes qui sont celles du réel. Mais c'est tout à fait pertinent dans le sens où mais toute fiction, toute construction fictionnelle ne peut pas faire autre chose que de dialoguer avec le réel. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose, d'ailleurs vous pouvez essayer de l'exercice, vous verrez c'est impossible, imaginer quelque chose qui n'aurait aucun lien avec le réel. On est tous pétris de réel. Par contre, on peut parfois s'élever un peu au-dessus et trouver des formes qui vont permettre de faire un éclairage particulier sur le réel, mettre en évidence certains éléments. Ce que fait Lucas avec ses grands clans, c'est qu'il va mettre en place... il va abstraire et proposer une abstraction qui est le fonctionnement de la société américaine et ses démons, son côté obscur. C'est que cette guilde de marchands qui fait un blocus, etc., va faire sombrer la démocratie dans l'Empire avec des personnages qui tirent les ficelles. C'est comme ça qu'il voit, mais de manière très schématique, et c'est le but, puisque tout le monde peut se le réapproprier après et complexifier la chose, c'est comme ça qu'il permet de comprendre que Star Wars parle de la société américaine des années 70, 2000 avec la deuxième trilogie, etc., et qu'il en parle de manière imagée. L'énorme avantage d'en parler de manière imagée ou métaphorique, c'est qu'en fait, après, tous les spectateurs peuvent s'approprier ça pour creuser, développer ce qu'on appelle l'univers étendu, ou pour les artistes, pour remettre ces figures dans le monde réel, et là encore plus creuser les problématiques qui sont autour de nous, dans notre quotidien. Et le grand problème qu'on a dans la culture populaire, d'où la mission de la Maison d'ailleurs depuis pas mal d'années, c'est de justement décrypter ces choses-là qu'habituellement on ne décrypte pas, et quand vous ne décryptez pas une idéologie, eh ben vous l'absorbez passivement. Et nous, notre mission, c'est de dire, décryptons-la pour devenir acteurs de ces choses-là, pour se la réapproprier, la complexifier, ne pas être dupe, et ce faisant, revenir retoucher à la question de la liberté, qui est la capacité à être éclairé par rapport à quelque chose et pas à le subir. Voilà. Marc Atala, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de Star Wars et des mythes. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain Face à Face.